Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues, voilà 18 mois que notre commission enquête sur le scandale des Panama Papers. À l'heure où les citoyens ne supportent plus l'impunité face aux privilèges fiscaux de quelques-uns, je veux rappeler ceci. L'évasion fiscale pille les finances publiques, accentue les inégalités et menace les fondements du vivre ensemble. Qui refuse d'agir contre elle détruit l'Europe. Fin novembre 2017, Bruxelles. Le Parlement européen est à l'offensive contre les multinationales, dont les géants du web, les fameux GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple. Ils réalisent des dizaines de milliards de dollars de résultats en Europe, mais ils y paient toujours très peu d'impôts. Lanceurs d'alerte, ONG et le consortium international de journalistes ont chiffré et prouvé les pratiques d'évasion fiscale des grandes entreprises. À chaque scandale, Eva Joly, au sein du groupe des Verts, a poussé pour qu'une commission d'enquête soit ouverte au sein de l'Union. 1 an d'enquête pour les LuxLeaks en 2013. Et aujourd'hui, alors que la commission d'enquête des Panama Papers clôt ses travaux, une autre tornade bouleverse l'agenda de la commission, les Paradise Papers. Des milliers de documents prouvent encore une fois l'énormité de la fraude en col blanc. La députée part à la rencontre de ceux qui ont révélé cette nouvelle affaire. Je voudrais remercier les journalistes pour le travail que vous avez fait. Vous êtes des citoyens européens. Vous êtes le service de renseignement au service des citoyens européens. Vous avez fait les enquêtes qu'on aurait aimé que les autorités fiscales fassent ou que les autorités des États membres fassent. Mais ça ne s'est pas produit. La corruption frappe à nouveau. D'après vous, les schémas que vous voyez, est-ce qu'ils ont la plupart du temps comme seul but de ne pas payer de taxes? Les journalistes du consortium, qui regroupe les meilleurs enquêteurs d'une centaine de journaux du monde entier, n'ont guère de mal à donner des exemples concrets. Les avocats d'Apple ont contacté un cabinet de juristes, les bureaux d'Appleby, dans 6 juridictions offshore, avec des questions comme « Pouvons-nous conduire nos activités de management dans vos juridictions sans être imposés si on est une compagnie irlandaise ? Quelles informations seront rendues publiques à propos de nos activités dans votre juridiction ?» Ça, c'est la démonstration de la manière dont apparemment Apple fait son shopping dans les paradis fiscaux. Eva Joly, en cette fin d'année, sait que les opinions publiques européennes commencent à s'agacer de voir d'énormes entreprises, dont les grands opérateurs du net, tricher tant qu'ils le peuvent. La députée a 2 obsessions. Rétablir une justice fiscale en France et protéger ceux qui lui en donnent les moyens, ces lanceurs d'alerte qui payent parfois de leur liberté ou de leur vie les révélations qu'ils publient. Eva Joly a elle-même été menacée et mise sous protection policière il y a de cela 25 ans, lorsqu'elle instruisait en tant que juge le plus gros scandale politico-financier et de détournement de fonds qui ait secoué la France. L'affaire Elf. Elle a tenu, envers et contre tout, et a fait tomber des têtes. Aux yeux des Français, la petite juge est devenue Madame Anticorruption. Super. C'est le procureur adjoint de Paris qui un jour me dit qu'il sait qu'il y a des menaces sérieuses sur ma tête et qu'il faut demander une protection. Les menaces, c'est d'abord de petits événements. C'est l'envoi de petits objets tout à fait désagréables, et puis des lettres, et donc jusqu'au jour où c'est clair que c'est sérieux. Il y a eu aussi le cambriolage de l'appartement où je vivais. Il y a eu le cambriolage de l'appartement de mon greffier. Il y a eu le cambriolage de mon bureau. Chez moi, ça a suscité une grande colère. 16 octobre 2017. C'est un jour sombre pour l'Europe.
La journaliste blogueuse Daphne Caruana Galizia est assassinée à Malte, alors qu'elle dénonçait la corruption et le blanchiment d'argent dans ce petit pays européen. Sa famille a fait le voyage devant des eurodéputés émus qui lui rendent hommage et va en première ligne. Daphne Caruana n'aurait jamais dû mourir pour écrire quelque chose qui devrait être public. Et on voit combien notre lutte pour plus de transparence, combien elle est fondamentale. Savoir qu'aujourd'hui, à Malte, le Premier ministre, sa femme, a un compte panamien, et nous savons par un employé de banque qu'il y a 1 million de dollars dessus en provenance d'Azerbaïdjan. Mais c'est insupportable. Aucune enquête n'a été enclenchée. Et toutes les personnes qui devraient porter l'état de droit maltais ont démissionné. On aime les lanceurs d'alerte. Protégez les lanceurs d'alerte. Lequel voulez-vous? Yes. Thank you. En fait, on a 2 lanceurs d'alerte. Il y a Daphné et il y a Antoine. L'un est mort et l'autre est à 2 doigts d'être emprisonné. C'est pourquoi nous avons besoin de cette loi. Et le Conseil ne considère... Non, pas le Conseil, mais la Commission ne considère plus que ce soit une priorité aujourd'hui. Il faut donc que ça se sache. Faire pression sur la Commission pour que l'Europe se dote d'une loi de protection des lanceurs d'alerte. Seuls 6 pays sur les 28 en ont une. Sacro-saint secret des affaires. La fuite de documents est toujours perçue comme un vol. La petite ville d'Épinal cache justement un grand voleur. Le lanceur d'alerte des LuxLeaks, Antoine Deltour. Employé au Luxembourg dans le grand cabinet d'audit PricewaterhouseCoopers, PwC, il copie et donne à la presse des documents ultra confidentiels relatant des centaines d'accords fiscaux entre le fisc luxembourgeois et les multinationales. Les papiers révèlent une chose simple. Le Luxembourg s'enrichit en dépouillant les autres pays, notamment européens, de leurs revenus légitimes, en profitant des failles de la loi. Moi, j'ai constaté dans mes fonctions, j'ai audité les comptes de structures qui payaient 3% de taux effectif d'imposition sur des centaines de millions d'euros qui étaient transférés de manière totalement artificielle au Luxembourg depuis des filiales qui ont une activité économique réelle, des filiales industrielles avec plein de salariés et qui payaient beaucoup moins d'impôts que ce qu'elles ne devraient. Mais le problème, c'est comment on tolère que ces pratiques soient légales. C'est pour ça que je pense que le problème est vraiment du côté du politique. On ne devrait pas permettre ces pratiques fiscales. Donc on devrait les rendre illégales. En ordre du jour, j'ai marqué quelques petits points. Donc il y a la journée du 9 janvier. Est-ce qu'on prévoit une mobilisation, un bus, un déplacement, un covoiturage ou je sais pas quoi? Oui. Après l'avoir condamné par 2 fois, la justice luxembourgeoise l'a finalement relaxé. La médiatisation d'Antoine Deltour a rendu plus facile sa défense. Et grâce à l'aide financière d'Anonyme, il a pu payer ses avocats. Tous les lanceurs d'alerte ne sont pas aussi bien lotis. Le petit comité de soutien continue donc naturellement à se réunir. On est actif sur Facebook et sur Twitter, donc via les réseaux sociaux on a pas mal de visibilité. On a une grosse base de données de contacts qui vient en grande majorité de la pétition qu'on a fait en soutien donc il y a plus de 215 000 personnes grosso modo qui l'ont signé et du coup là aujourd'hui on a 70 000 personnes qui sont atteintes par notre newsletter, notre lettre d'information. Ces petits comités de soutien se sont fédérés au niveau national. Le Salon des lanceurs d'alerte est un vrai relais d'opinion. C'est sa 3e édition et il y a du monde. C'est un rendez-vous qu'Eva Joly n'a jamais manqué. Ok, on dit bonjour à Voltuan qui dépose une de ses célèbres pancartes. Comment ça va? Ça va, je sais plus si on se fait la bise. Si, on se fait la bise. Bon. Ça va le boulot Oui, non mais moi c'est...
sur un salon des lanceurs d'alerte comme ça, je me rends compte de la chance que j'ai eue. Bah oui, exactement, parce que la visibilité de cette affaire m'a conféré une très grande protection en fait. Oui, ça, c'est sûr. Et c'est vrai qu'en l'absence d'un dispositif légal de protection, la médiatisation et le soutien, un comité de soutien des ONG, etc., c'est extrêmement protecteur. Et c'est pour ça qu'il y a besoin d'une protection légale, parce que tous les lanceurs d'alerte actuellement ne bénéficient pas de cette visibilité. Mais c'est sûr. Donc je pense qu'on a exploité ta situation, si on peut dire, au mieux. J'en suis ravi. Dénoncer, lever le secret. Pour Eva, seule l'opinion publique peut pousser les politiques à changer les choses. Sa détermination suscite même des vocations. De mieux pour expliquer. Alors, je veux devenir avocate et m'occuper des lanceurs d'alerte, en fait. Ah oui. Voilà. J'ai soif de justice et j'y crois. Vous avez beaucoup participé à l'évolution de la justice française. Voilà. Enfin, pour moi, vous êtes mon mentor, en fait. Voilà. Donc, je voulais vous rencontrer. Vous appelez comment? C'est la première fois. Edwige. Edwige. En tout cas, merci pour tout ce que vous avez fait. Merci. L'engagement de la députée passe désormais par d'incessants déplacements de Paris à Bruxelles ou à Strasbourg. Il passe aussi par un minutieux travail législatif, loin des triomphes ou des désastres de sa vie politique française. Elle avait emmené les Verts au sommet de leur popularité aux européennes de 2009, mais elle avait aussi sévèrement mordu la poussière à la présidentielle de 2012. Mais depuis que Madame Joly, née en Norvège, s'est installée en France, elle n'a jamais renoncé à ses combats pour la justice. J'ai eu le désir de devenir femme politique pour lutter contre les paradis fiscaux et le pillage par les multinationales des pays pauvres. Je me souviens très précisément du moment où c'est devenu évident pour moi que ça suffisait. Ça suffisait le discours, ça suffisait les conseils, qu'il fallait que je travaille à changer les règles. Je préparais un discours que j'allais tenir à l'ONU. Je me disais, c'est ton combienième de discours? Et je me suis dit, ça devait faire le 200e, quelque chose comme ça. Et donc, je me disais, ça suffit, ça ne change pas le monde. Et il faut absolument que je devienne députée européenne, parce que je me disais que les règles ne pouvaient changer qu'au niveau européen. Et ça, je ne le regrettais pas. Maintenant, ça fait 9 ans, bientôt, que je suis députée. Mais depuis le premier jour, j'ai mis sur l'agenda la lutte contre les paradis fiscaux. L'Europe a actualisé sa liste noire des paradis fiscaux début décembre. Un pas dans la bonne direction pour Eva Joly, mais à une grosse réserve près. Ce sont les États membres qui ont créé cette liste. Les États européens complices des fraudes n'y apparaissent pas. Pas question d'épingler le Luxembourg, les Pays-Bas, Malte ou l'Irlande. Pourtant, dans la seule Irlande, par exemple, il y a 700 compagnies américaines, dont tous les géants du numérique, qui ne paient quasiment pas d'impôts. Ni ici, ni ailleurs. Les grands cabinets d'audit sont là également et leur proposent leur savant montage financier pour que s'évaporent discrètement de filiale en filiale leurs bénéfices mondiaux. L'Irlande a attiré ces sociétés avec un taux d'imposition théorique de 12,5%, un des plus bas d'Europe. Mais en sous-main, elle va encore plus loin. Le fisc irlandais propose parfois des avantages fiscaux ramenant le taux de l'impôt sur les sociétés à moins de 1%. Paradisiaque et théoriquement légal. Mais qui agace bien sûr bon nombre d'habitants ordinaires qui ont l'impression de toujours payer les pots cassés, mais de ne jamais bénéficier de rien. Les multinationales ont vraiment kidnappé la politique fiscale du gouvernement irlandais. Ce n'est pas démocratique. Cela veut dire que les besoins de ce capital, du capital étranger, viennent toujours en premier. Ils doivent être d'abord les mieux lotis.
Nous avons en Irlande de très gros problèmes sociaux. Le problème principal en ce moment est celui du logement. On a calculé que près de 3000 enfants vivent actuellement dans des hébergements précaires, comme des chambres d'hôtel par exemple. La manne ne profite pas à tout le monde, et ça se voit. Les associations caritatives comme celle de Dev font ce qu'elles peuvent, mais en 1 heure à peine, Dev croise 60 sans-abri dans les rues de Dublin. Des hommes et des femmes, seuls, parfois chargés de famille, des gens qui ont la plupart du temps un emploi, mais qui ne peuvent plus se loger parce que les loyers sont devenus exorbitants. Il y a 77 grues dans Dublin qui construisent des bureaux. Aucun de ces bâtiments n'est à vocation résidentielle. Ce qu'on n'arrive pas à admettre, c'est que les compagnies ne payent pas leurs impôts au taux normal. Ils paient de toutes petites taxes sur des profits énormes. Ce gouvernement a été d'une manière ou d'une autre au pouvoir pendant 6 ans. C'est maintenant sa responsabilité. Mais il se décharge sur des organisations caritatives comme la nôtre. Mais la donne a changé. Partout, la multiplication des scandales a soulevé l'indignation de l'opinion publique. Et quand l'association Attac envahit le magasin parisien d'Apple, même les clients les plus accros ne remettent pas en cause la démarche de ces militants. Le problème est au niveau européen, le problème est au niveau des États, notamment l'Irlande et les Pays-Bas, qui sont un peu entre guillemets de mèche avec Apple. Ça leur ferait du bien que Apple soit dans leurs États parce qu'ils ont une fiscalité intéressante. Et tant qu'il n'y aura pas une uniformisation fiscale européenne, ça ne changera rien. Margrethe Vestager, la commissaire européenne à la concurrence, a pourtant réussi à coincer quelques grands profiteurs. Elle a condamné en mai 2016 Apple à verser 13 milliards d'euros à l'Irlande, en affirmant que ces accords fiscaux avec le gouvernement étaient une aide d'État déguisée, contrevenant au principe de la concurrence. On a conclu qu'ils avaient donné à Apple un avantage discriminant les autres entreprises. En fait, le taux de la taxe effective de Apple Sales International était aussi petite que 0,005% en 2014. Ceci est illégal, selon les lois des États européens. Sans surprise, Apple et l'Irlande ont fait appel. Ce biais a permis d'épingler aussi Google, Amazon, Starbucks ou encore Fiat. Ce qui est légal fiscalement est devenu illégal du point de vue de la concurrence. Les amendes, même en milliards d'euros, sont peu de choses au regard des bénéfices des sociétés concernées. Mais pour Eva Joly, les lignes commencent à bouger dans le bon sens. Pour moi, elle a sauvé l'honneur de la Commission. C'est parce qu'il y a Margrethe Vestager et qu'elle a pu faire ce qu'elle a fait que c'est pas une période complètement perdue pour l'Europe. Une Europe toujours parasitée par d'étranges contradictions. Son président, Jean-Claude Juncker, au pouvoir au Luxembourg pendant plus de 20 ans, est l'homme qui a permis à Amazon, Google, Apple ou Microsoft d'y faire leur gamme en optimisation fiscale européenne. Le président de la Commission n'est donc pas exactement un ami politique d'Eva Joly. Cette institution a à sa tête Jean-Claude Juncker, qui n'est autre que l'évadeur fiscal en chef. Il a passé sa vie à cela. Alors, c'est vrai qu'il a promis, après le scandale LuxLeaks, qu'il allait changer les choses. Et c'est vrai qu'il y a eu des initiatives de la Commission. Mais le fond est quand même ça. Le fond est une forme de complicité coupable à l'égard de la fraude fiscale, de l'optimisation agressive, excessive. Et donc, je dirais que c'est la tendance ultralibérale. C'est un business model. Un modèle à abattre, bien sûr, pour la députée. Elle ne rate pas une occasion de faire pression sur Pierre Moscovici, le commissaire chargé de la fiscalité, le seul qui ait la possibilité de proposer de nouveaux textes en la matière. Pression menée au nom du bon sens et de la justice. Nous devons passer à la taxation unitaire
des multinationales avec une répartition ensuite du produit fiscal entre les États membres. IKEA serait taxé pour son bénéfice mondial, consolidé. Bosch, pareil, Volkswagen, Coca-Cola, Apple. Ensuite, en ce qui concerne la répartition, il y aura une formule où on va pondérer les différentes activités dans les différents pays. L'Irlande aura sa part, évidemment. Autrement dit, Apple paiera un impôt européen. Et le produit de cet impôt sera redistribué à chaque État membre au prorata du bénéfice effectivement réalisé par Apple dans chacun de ces États. Plus d'entourloupe possible pour loger les bénéfices dans des pays low cost. Cette idée, portée par le groupe d'Eva Joly, s'appelle CCCTB en anglais. L'assiette commune consolidée pour l'impôt sur les sociétés, ACCIS en français. Et le commissaire européen, en charge de la fiscalité, n'exprime aucune réserve à la porter jusqu'en séance publique. J'invite les États membres aussi à adopter le plus vite possible une assiette fiscale européenne pour l'impôt sur les sociétés. Avec la consolidation, ça permettra les transferts artificiels de bénéfices entre pays. L'ACCIS, c'est l'arme massive de lutte contre le profit shifting. A priori, le commissaire et la députée semblent plutôt d'accord. Mais le commissaire sait bien que toute réforme fiscale doit se prendre à l'unanimité des États membres. Unanimité qui relève du fantasme. Quand il s'agit d'argent, c'est chacun pour soi. Aucun État membre ne peut se voir imposer de faire quelque chose qui n'est pas en accord avec ses propres intérêts. On ne peut pas demander à un État de faire quelque chose avec lequel il n'est pas d'accord. Et nous ne sommes pas d'accord. La proposition actuelle de M. Moscovici et cette idée ACCIS rend notre position plus facile, parce que ça retire des impôts à l'Irlande et on ne devrait pas exiger cela d'aucun État membre. Une bataille permanente menée depuis son minuscule bureau européen avec ses assistants. Mais une bataille qui n'est pas désespérée. Parce qu'en bonne juriste, Eva Joly sait aussi qu'il y a toujours moyen d'arriver à ses fins. Et quand elle a trouvé ce moyen, elle ne se prive pas de le faire savoir. OK. Comme s'y est engagé Jean-Claude Juncker et comme le permettent les traités, nous souhaitons la fin de la règle de l'unanimité pour les réformes fiscales, règle qui paralyse aujourd'hui toute avancée. C'est là où rentre en œuvre l'article 116 du traité qui permet à la Commission de passer outre l'unanimité en considérant que ce n'est pas un texte en réalité fiscal, mais de concurrence. Et si cette de concurrence, on passe à la majorité qualifiée. C'est une des clés du projet que porte la vice-présidente du groupe d'enquête parlementaire sur les Panama Papers. Ce projet va être mise aux voix dans quelques heures. C'est donc la dernière ligne droite pour Eva Joly. Elle prend connaissance des derniers amendements déposés par ses adversaires conservateurs. On peut regarder la liste de vote. Actuellement, la liste de vote dit qu'on s'abstient et avec Coralie, on se demande si on ne voterait pas pour la délégation. Ouais. C'est ça. Moi, je l'ai trouvé assez bien. Tu vois, j'étais en train de le lire là. Et moi, je me disais que j'ai envie de voter pour ça. Donc, sur le 40... Certains méritent selon elle une attention objective, sûrement pas partisane. Bon, je pense qu'on peut voter pour. Hein. Ça, ça met le projecteur sur une situation qui mérite aussi contrôle. Okay. Ouais. Le groupe des Verts n'a jamais pesé bien lourd au Parlement européen. Mais aujourd'hui que l'opinion publique veut des réformes fiscales, il dispose d'un vrai moyen de pression. En ce moment même, on organise des rendez-vous avec des députés d'autres groupes politiques plus conservateurs pour demander de soutenir notre rapport final et notamment les progrès qui pour eux vont trop loin. Nous, on leur dit non, c'est en fait ce qu'il faut adopter et on est prêt à... On va rendre public ceux qui osent s'y opposer et c'est sûr que... C'est peut-être ça qui nous protège aussi, le fait qu'Eva ne vienne pas du monde politique.
Si quelqu'un a fait un truc qui lui plaît pas, ami, pas copain, enfin groupe, même groupe, pas même groupe, etc., elle n'a vraiment aucun souci à le dire, quoi. Difficile cependant d'avancer sur ce sujet délicat dans une institution fondamentalement libérale, politiquement dominée par les conservateurs et travaillée au corps par de puissants lobbies patronaux, réticents, eux, à toute idée de transparence au nom du secret des affaires. C'est très difficile, à partir d'un petit nombre d'informations, de se faire une idée complète de la rentabilité d'une entreprise et de son paiement d'impôts. Si on divulgue une partie des informations au public, sans avoir accès à l'ensemble du contexte des comptes, ça ne permet pas de prendre des décisions objectives sur la taxe des entreprises, car c'est très complexe. Autrement dit, il n'y a que les entreprises elles-mêmes qui soient en mesure de bien juger ce qu'il faut dire, payer, où et comment. Les lobbyistes ont envie de s'exprimer, ils ont envie d'expliquer aux députés quel effet un projet de texte va avoir sur leur production, par exemple. Alors, donc ça, c'est le lobbying normal. Il est normal que les députés soient informés. Là où ça devient problématique, c'est que nous sommes 750 députés et les lobbyistes sont 30 000. Ils sont numériquement bien supérieurs à nous et ils ont des budgets hallucinants. 1 an et demi de bataille pour en arriver à ce scrutin. Un scrutin qui aura une simple valeur de recommandation pour la Commission et le Conseil, seuls aptes à promulguer des textes. Mais la bataille parlementaire reflète aussi un rapport de force en pleine évolution sur la question de morale publique, qu'est la justice fiscale. Yes. Le vote de chaque amendement est ainsi un signe dans un sens ou dans un autre. Super. Gagner, c'est bien. C'est rejeté, ça c'est formidable. Oui, c'est bon, c'est gagné. Et là, c'est là où ça va se jouer. Le PPE, le vote en partie. Ah! Oh, à 2 voix. Bon, moi, je les avais tous tout à l'heure sur les... Ouais, c'est bien. Nous avons gagné des choses importantes. On a gagné l'utilisation de l'article 116 pour contourner le blocage au Conseil. Le rapport a été voté avec une très grande majorité, 492 voix pour. Donc ça traduit un grand soutien pour l'ensemble du rapport. Nous avons perdu à 2 voix le taux effectif minimal à appliquer par tous les États membres. Mais c'est tellement proche que je pense qu'on continue un peu le combat et on va y arriver. Quand on perd un vote aussi important, où il y avait une aussi grande résistance, simplement avec 2 voix, ça veut dire que c'est encore possible. Les opinions publiques et les ONG comme Attac, qui manifestent régulièrement à Jersey, ce vieux refuge de pirates fiscaux, vont maintenir la pression contre les fraudes et l'optimisation fiscale. En avril, Pierre Moscovici, la Commission et le Conseil devraient arrêter leur position. Le chemin est encore long qui obligera Apple et les autres à payer leurs impôts en Europe, mais on en voit le bout. La justice fiscale qui se profile dans l'Union, Eva Joly aimerait qu'elle inspire d'autres parties du monde. Pour que l'Afrique, par exemple, se réapproprie elle aussi ses ressources fiscales, plutôt que de nourrir exil et nouveaux esclavages. Demain, Madame la députée reprendra donc sa croisade,
sans doute au sein d'une nouvelle commission d'enquête sur les Paradise Papers. Pour que d'autres victoires en Europe continuent à nourrir de grands rêves de justice dans le monde.